Quand on réfléchit aux compétences de demain, aux compétences du futur, pour moi, on ne peut plus s'arrêter juste à « Ah ben j'ai fait un CFC, c'est top ». Parce que c'est top aujourd'hui, mais dans 5 ans, ça ne joue plus. L'université, pareil, il y a des cours qu'ils n'auront pas eu, qu'ils auront besoin d'avoir. Pour moi, on va pas pouvoir passer à côté de la formation continue. Et il y a d'autres métiers qui sont extrêmement utiles à la société, que les gens adorent aussi faire. Vous devenez juste expert dans ce domaine-là, ce qui est très bien. Le risque, c'est que si, pour une raison ou une autre, ce métier venait à disparaître, vous vous retrouvez obsolète, en tout cas sur ce domaine-là, dans ce domaine-là, sans avoir de soutien pour vous réorienter professionnellement. Les femmes qui arrêtent de travailler pour élever leurs enfants, qui reviennent sur le marché du travail potentiellement après 5-6 ans, plus aucune confiance en elles, alors qu'elles ont développé une ribambelle de compétences qui seraient tout à fait transposables à l'entreprise, comme la négociation, la résilience, la gestion de projet, etc. Là, il y a un pool de talents dans lesquels il faut aller chercher, en fait. Il ne faut pas avoir peur de cette intelligence artificielle, en fait. Je pense qu'actuellement, de toute façon, c'est les jeunes, c'est les employés qui utilisent ça, puis qui cherchent, puis qui testent. C'est le fruit de tous ces tests internes qui va permettre à une entreprise de prendre, on va dire, le chemin de l'IA. Maintenant, c'est clair que si on leur interdit de le faire, on loupe vraiment une belle opportunité. Et puis, si on ne les encourage pas, on loupe aussi une opportunité. Bienvenue sur Romande Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de Qual Insight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romande Insight. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Romande Insight. Je suis super heureux de pouvoir faire cette première introduction, une première pour moi, une introduction sur ce podcast-là. Comme d'habitude, accompagné de notre chère Julia. Bonjour tout le monde. Et puis également Isabelle Chapuis, qui est notre invitée du jour. Bonjour Isabelle. Bonjour Danilo, bonjour Julia. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Merci d'avoir accepté notre merci invitation, super content. On va pouvoir discuter de plein de sujets différents, un peu découvrir ton parcours, discuter un petit peu des technologies, de l'impact des technologies qui sont aussi tes domaines d'expertise, de la politique, ton engagement politique. Pour commencer, je propose que tu t'introduises rapidement et que nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément puissent aussi savoir qui tu es, d'où est-ce que tu viens, un petit peu t'introduire et comprendre qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Alors, pour faire très très court, on peut dire que je suis directrice, autrice, administratrice, futuriste, et puis politicienne évidemment, et ce qui est probablement le plus important, maman. Épouse et maman. Donc, pas mal de casquettes. Je pense qu'en 45 minutes, 1 heure de podcast, on n'aura pas le temps de toutes les passer en revue et de l'exposer. Première question, je pense, qui me paraît intéressante. Comment est-ce que, du coup, tu gères justement ces différentes casquettes-là au niveau gestion du temps, avoir autant de fonctions différentes, entre guillemets? Alors, c'est pas évident. J'ai beaucoup d'aide. J'ai de l'aide de ma famille, de mon mari, de mes parents qui ont toujours été extrêmement présents, surtout pour m'aider avec les enfants. Donc merci papa, maman. Je dois choisir des heures, des horaires, des moments dans la journée dans lesquels je fais plutôt une thématique et un peu plus tard une autre. Par contre, ce qui est aussi hyper important pour moi, c'est de trouver des synergies entre ce que je fais. C'est-à-dire que les sujets que je traite au civil, donc principalement liés aux nouvelles technologies, l'impact des nouvelles technologies sur la société, sur les métiers, c'est quelque chose que j'ai étudié. J'utilise ces synergies pour faire des propositions au niveau politique. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. Chaque casquette a un lien un peu toujours. avec les autres, Toujours. donc ça facilite aussi un petit peu l'emploi du temps. Peut-être pour revenir aussi à la base de ton parcours, est-ce que tu pourrais un peu nous dire comment tout ça a commencé, par quel chemin est-ce que tu es passé pour arriver à ce stade aujourd'hui? Bon, d'abord, j'aimerais presque dire que tous les chemins peuvent mener là où je suis. C'est ce qui est assez extraordinaire. Je n'ai pas du tout pour être aujourd'hui au Conseil national.
j'ai pas fait le chemin classique. Et c'est ce que je trouve très, très beau dans la politique suisse. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire une école en particulier, un cursus en particulier. Ça aide parfois. Mais voilà, donc c'est un chemin de vie qui m'a amenée ici. Donc moi, j'ai commencé, je suis née à Neuchâtel, mais je suis vaudoise. Je suis venue ici à l'âge de 9 ans, je crois. Et puis j'ai fait toutes mes écoles à Morges, Lausanne, à l'école de com à Lausanne. J'ai fait 10 ans, 11 ans en Suisse allemande. Donc je suis vraiment suisse, en fait. J'aime beaucoup la Suisse allemande. J'aime le suisse allemand, contrairement à beaucoup de romans. Je trouve que c'est une langue sympa. Et puis j'ai eu de la chance de tomber à l'université de Lausanne, de m'occuper de formation continue, de pouvoir lancer toute une initiative sur la prospective, à savoir l'étude des futurs. Et c'était des thèmes qui étaient éminemment, en fait, fédéraux plutôt. Donc, même si j'avais fait un petit peu de politique locale à Tolochna, parce que c'est mon village, les thèmes que je traitais, c'était des thèmes fédéraux. Donc, voilà, ça faisait du sens aussi de me présenter pour ce rôle-là. Pour la base de ce parcours-là, pour comprendre un petit peu les différents chemins qui ont été pris, tu évoques le fait d'avoir fait 11 ans en Suisse allemande. Qu'est-ce qui t'a mené là-bas? Qu'est-ce que tu es allé faire en Suisse allemande? Puis, l'amour de la après, du coup, tu es revenu sur le canton de Vaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, j'ai fait l'école de com. J'ai fait une année ensuite où j'ai arrêté, j'ai appris les langues. Et puis, quand il s'agissait de décider quelles études, quoi faire, alors on n'était pas aussi informés qu'on l'est aujourd'hui. Dans ce sens où aujourd'hui on connaît toutes les facultés, tous les métiers, il y a des passerelles entre une spécialisation d'école professionnelle vers différents métiers. À l'époque, c'était assez clair si vous avez fait l'école de com, voilà, maturité, c'était soit HEC Lausanne, soit éventuellement Saint-Gall. Okay. Et puis, j'ai été essayer voir à Saint-Gall, je me suis dit, bon, voilà, ça me permettrait d'apprendre la langue. Et puis j'ai testé et j'y suis restée, puis j'ai réussi. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'une fois que vous êtes depuis plusieurs années, moi j'ai fait en 4 ans et demi Saint-Gall, quand vous revenez, le chemin, c'est Zurich. Après Saint-Gall, presque tout le monde va à Zurich, je me suis retrouvée donc à travailler quelques années à Zurich. Dans quel domaine, du coup Alors, dans 2 domaines. J'ai commencé dans la réassurance, dans la finance, dans le domaine de la réassurance. La réassurance, ce sont ces grandes institutions qui assurent les assurances. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai toujours bien aimé ce côté sécuritaire, s'assurer que tout va bien, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je me retrouve dedans aujourd'hui, on en parlera peut-être après. Et puis, suite à ça, j'ai travaillé aussi comme chasseuse de tête. Donc dans le domaine du recrutement, en fait, mais du recrutement de cadres supérieurs depuis Zurich. C'est aussi à Zurich que j'ai eu ma première fille. Donc voilà, ce qui m'a poussée ensuite à revenir en Suisse romande, où j'avais mon réseau familial qui était là et puis qui se réjouissait aussi que je rentre. J'imagine. Et puis, quand tu étais du coup chasseuse de tête, c'est ça qui a fait aussi le lien après avec... tu disais que tu avais fait de la formation continue, tu étais formatrice. C'est ça qui t'a fait le lien de voir un peu l'évolution du monde professionnel, des besoins qu'il y avait au niveau de la formation, ou pas spécialement? Oui, alors ça vient plus encore avant. Okay. C'est-à-dire que pendant que j'étais à Saint-Gall, j'étais assistante à l'université dans le département de RH, en fait, de RH et leadership. Okay. J'ai fait aussi mon travail de diplôme ou de master, ça s'appellerait maintenant, dans le domaine. Donc, dans le domaine des compétences, développer des compétences dans les entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et puis, quand je suis revenue en Suisse romande, je voulais travailler à temps partiel pour m'occuper de ma fille. Et puis, j'ai trouvé ce poste, justement, alors, dans le sein des différents instituts, d'un institut universitaire. Et puis, c'est assez fascinant comme environnement, l'environnement de la recherche, l'environnement de la formation. Et c'est vrai que s'il y a quelque chose qui m'a passionnée pendant mes presque 20 ans à l'université de Lausanne, c'était de voir les gens se développer, de voir les gens changer de carrière, de voir les gens s'épanouir, et puis d'être un tout petit peu quelque part, avoir un petit rôle à jouer, disons, dans ces parcours de vie. Et du coup, peut-être pour clarifier justement ce petit parcours de vie à l'Université de Lausanne, c'était quoi exactement le rôle de l'institut auquel tu faisais partie et puis ton rôle à toi exactement dans la formation continue?
Alors, j'ai commencé dans l'Institut Institut d'économie et de management de la santé. Là, j'avais un rôle très administratif, en fait. Et puis, une année après, j'ai repris, ou une année et demie, la direction du MBA. Donc, le Master en Business Administration, qui est devenu un Executive Master en Business Administration, donc vraiment pour les adultes en emploi, et que j'ai dirigé pendant 5 ou 6 ans. Et puis ça, c'est fantastique. Vous avez des adultes qui ont envie souvent de changer de voie, souvent de se dire je vais devenir indépendant, qui ont déjà des très beaux parcours. Voilà, genre, ceux qui font des MBA sont souvent déjà comme je dis, des très beaux parcours. Et puis, de les voir pendant 15 mois faire des choix, c'est dur, donc avoir des moments j'y arriverai jamais, puis d'être là pour dire mais si, tu y arriveras, et puis de les voir terminer avec un MBA, donc un diplôme qui a de la valeur. Puis maintenant, on a la chance de pouvoir les suivre sur LinkedIn, puis de voir d'année en année, parce que j'ai un réseau de, je sais pas, 700, un peu plus, étudiants qui ont passé et puis de voir les carrières, ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, c'est vraiment, on dirait en anglais, un stepping stone, c'est un tremplin, souvent soit vers un job plus senior dans une entreprise, soit vers un changement de vie. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Puis ensuite, j'ai passé donc, du MBA à fonder tout le département de formation continue d'HEC Lausanne. Puis là, on a vraiment créé donc, une équipe super. On a créé des formations, que ce soit en marketing, en finance. Puis là aussi, c'était plus court, donc peut-être on avait moins de temps d'interagir avec les étudiants qui étaient moins présents sur le campus, mais avec beaucoup plus d'étudiants, en fait. Mais c'est toujours, je trouve, assez génial de voir comment les gens prennent sur eux, se disent... Là, il faut que je rajoute une corde à mon arc. Ce que j'ai appris pendant les 20 premières années de ma vie, ça va peut-être pas suffire, ou les 25, pour que je reste pertinent sur le marché du travail pendant encore, mettons, 20, 30 ans. Il faut que je fasse quelque chose. Et ils se donnent les moyens. Ça coûte de l'argent et ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. Et puis, ces gens qui font cet effort de faire une formation, que ce soit un certificat, un diplôme ou même un master, un chapeau, quoi. Et puis, on le voit après dans leur carrière, ça a un impact. Et justement, ces personnes qui font ce choix de formation continue, c'est parce qu'il justement, il y a une réorientation de carrière, ou c'est parce qu'il y a aussi une évolution du monde du travail? Enfin, toi, ça fait un bout de temps que tu étais dans ce milieu-là. Est-ce que tu as vu des grands changements ou qui demandent en fait, aux personnes qui sont actives de continuer à se former, de s'adapter à peut-être des nouvelles technologies ou des nouvelles façons de faire en management, etc. Alors, oui, évidemment. C'est clair que on voit depuis 10-15 ans une accélération de l'évolution des métiers qui deviennent... Alors, la digitalisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est clairement... et même la dématérialisation du travail, c'est-à-dire avoir des équipes qui sont en Espagne, ou à l'époque, c'était plutôt même en Ukraine, en l'occurrence, pour certaines grandes entreprises de notre canton. Mais là, il y a vraiment eu une accélération du changement. Et c'est vrai que quand des entreprises disent « Ah ben, nous, on veut... on a engagé un master chez vous, enfin un étudiant qui a fait le master chez vous, et il ne sait pas ça, il ne sait pas ça, il ne sait pas ça. » Moi, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il ne fallait pas mettre les gens à aujourd'hui, mais il fallait fallait pas mettre les formations à jour, mais il fallait les mettre à demain. Donc, on devait vraiment un peu anticiper sur l'évolution des métiers et des compétences qui seraient nécessaires dans un marché du travail qui est encore un peu... enfin, pas encore un peu, qui est complètement inconnu, en fait. Et ça se fait comment justement de prévoir à demain? Parce que prévoir à aujourd'hui, c'est plutôt simple, mais prévoir à demain. Prévoir à demain, c'est un petit peu... C'est pour ça qu'après, je me suis lancée dans la fondation, enfin, j'ai créé une entité au sein de l'UNIL, d'HEC Lausanne, qui avait pour objectif de faire de la prospective. Imaginer demain, apprendre à faire des scénarios, identifier les tendances et les signaux faibles déjà perceptibles dans l'environnement, que ce soit au niveau législatif, au niveau technologique, au niveau sociétal, et puis ensuite faire un peu les croisements de ces tendances pour voir ce qui émerge, en fait, comme grand changement. Et puis c'est vrai qu'en termes de compétences, vu qu'on parle de compétences, quand on réfléchit aux compétences de demain ou aux compétences du futur,
il faut qu'on sache dans quel environnement elles vont être déployées ou utilisées. Parce que si on se dit, ouais, ça c'est les compétences du futur, mais qu'on n'a pas une vision assez claire de ce vers quoi on va en tant que société, en tant que marché du travail, on ne sait pas du tout ce que ça peut être. Donc, le plus important, c'est d'aller identifier dans un grand nombre de scénarios quelles sont les compétences qui seront de toute façon nécessaires. Et souvent, ce seront celles qui vous permettront de rester pertinent, utilisable, si j'ose dire, dans un métier indépendamment de ces changements, indépendamment des industries qui changent, et puis même indépendamment de l'évolution du concept de travail. Et ça a quel impact justement sur les potentiels étudiants de ces formations continues? Est-ce que le fait d'avoir des formations qui visent à être, on va dire, efficaces sur la durée ou à partir de demain, entre guillemets, est-ce que ça a un côté attractif pour ces étudiants-là? Ou eh bien, ils étaient plus attirés, entre guillemets, par les formations un peu plus classiques où on a une visibilité assez claire sur, OK, à la fin de ma formation, je vais être capable de faire ça, 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 et c'est activable de telle manière sur le marché, je vais pouvoir obtenir tel ou tel poste. Est-ce que ça a une attractivité de voir sur le long terme pour les étudiants? Je crois qu'il y a deux temps. Il y a le temps long et le temps court. Il y a des compétences transversales, un socle de compétences qu'il faut développer à l'école, hein, à tous les niveaux, on va dire, scolaires, pas d'études supérieures ou professionnelles. Et ça, voilà, ça ne devrait pas forcément changer, puis ça ne devrait pas forcément être identifié comme avoir pour objectif de nourrir l'économie. C'est plus pour nourrir l'individu, en fait. Hein. Et puis après, il y a tout ce qui est adapté et pour répondre aux besoins de l'économie, tout ce qui est formation professionnelle. Mais pour moi, on ne peut plus s'arrêter juste à « Ah ben j'ai fait un CFC, c'est top ». Parce que c'est top aujourd'hui, parce qu'on a un super système de formation professionnelle. Mais dans 5 ans, ça ne joue plus. Mais pareil pour même ceux qui font, je veux dire, l'université, pareil, il y a des cours qu'ils n'auront pas eu, qu'ils auront besoin d'avoir. Donc, quel que soit le parcours, j'aimerais dire, de vie éducative qu'on choisisse, pour moi, on va pas pouvoir passer à côté de la formation continue. Alors, il y a plusieurs façon de faire de la formation continue. On peut le faire tout seul. Hein. On n'est pas obligé de s'offrir un Certificate of Advanced Studies dans une université qui coûte cher, qui est extraordinaire et puis certainement qui a un impact sur la carrière. Mais on peut déjà commencer au niveau de l'individu à se dire « Ok, je suis curieux, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui me plaît ?» Tout le monde est en ligne, mais sérieusement, tout le monde est en ligne tout le temps. Si ce n'est pas sur un TikTok, malheureusement, c'est sur Netflix, malheureusement, j'ose dire. Et puis, donc c'est du temps qu'on passe devant un écran. Autant, une fois par semaine, se dire « Ok, je ne vais pas regarder une série, mais je vais faire une formation en ligne. » C'est du temps bien investi, c'est hyper fun d'avoir de se retrouver, ça coûte rien, hein, ou très 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 peu. Et il y a pour tous les niveaux, dans tous les domaines. Et vous vous retrouvez dans des classes virtuelles avec des gens. Moi, j'ai eu des amis dans tous les pays du monde en faisant des formations comme ça, où on se retrouvait tous les jeudis soirs. Et franchement, ça, c'est top. Mais il faut changer d'état d'esprit et puis se dire qu'en fait, le travail, c'est une chose. Et puis, le développement de compétences, c'est aussi pour soi, c'est pas pour le travail. C'est pour que nous, en tant qu'individus, on puisse rester, justement, comme je le disais avant, pertinents sur le marché du travail. Selon toi, aujourd'hui, avec le système qui est en place, comme tu l'as dit, qui est très bien en Suisse, où on a beaucoup de possibilités d'évolution, de se rediriger vers une autre orientation, est-ce que tu as la sensation que ce système-là est suffisamment au clair pour la population? Est-ce que les gens sont assez au courant sur toutes les différentes possibilités de formation continue qu'il y a, ou le potentiel que ces formations ont n'est pas à son plein potentiel, puisque certains ne savent pas qu'il y a ces possibilités-là, etc. Alors pour l'instant, ce qu'il y a, c'est qu'on a un système extraordinaire en termes de formation professionnelle qui permet plein de passerelles à tous les niveaux, en fait. Et beaucoup de pays nous l'envient, ce système-là. Et je pense que c'est clair qu'il nécessite lui aussi
une refonte. D'ailleurs, il y a maintenant la formation professionnelle 2030. Il y a des très grandes réflexions qui ont lieu pour justement mettre à jour tout ce système de formation professionnelle. Ça, c'est une chose. C'est vraiment les 20-25 premières années de nos vies. Le problème que moi, je vois, c'est que pour tout ce qui est la suite, actuellement, tout ce qui est formation continue, c'est une prérogative de l'entreprise et de l'individu. L'État ne s'en mêle pas. Hein. Donc, partant de là, les entreprises qui ne savent pas où elles vont technologiquement et à quelle sauce elles vont être mangées, la sauce à l'IA, les individus qui se disent, de toute façon, un robot va me prendre mon job, donc ils ne savent pas où aller. Je pense que là, il y a un gros problème d'orientation, de soutien. Et puis, il y a aussi deux choses. C'est-à-dire que dans le marché du travail, vous avez des métiers, en fait, aussi pour faire très simple, divisé en deux. Vous avez des métiers qui vous permettent de vous développer tous les jours. Par le fait d'exercer votre métier, vous apprenez, vous développez des nouvelles compétences tous les jours. Et ça, c'est top, parce que vous n'allez pas devenir, comme on dit, obsolète. Et il y a d'autres métiers qui sont extrêmement utiles à la société, que les gens adorent aussi faire. Mais une fois que vous avez acquis les compétences, vous devenez juste expert dans ce domaine-là, ce qui est très bien. Le risque, c'est que si, pour une raison ou une autre, ce métier venait à disparaître ou à être transformé massivement, vous vous retrouvez obsolète, en tout cas sur dans ce domaine-là, sans avoir de soutien pour vous réorienter professionnellement. Et je pense que c'est surtout ça le problème. C'est qu'on pense encore que les carrières sont linéaires. C'est-à-dire que si vous allez au chômage, par exemple, on va vous dire, OK, vous êtes comptable, donc on va vous chercher maintenant un job de comptable. Puis vous dites, mais il n'y en a plus beaucoup, parce que tout est un petit peu digitalisé. J'aimerais faire autre chose, me former dans un autre domaine. Ah non, vous êtes comptable. Au mieux, vous pouvez faire une formation dans le domaine. Donc, là, il y a peut-être une réflexion... un petit peu dans des cases, les personnes... Oui, puis il y a aussi, on peut être obsolète par rapport à l'avancée technologique, mais il y a aussi des moments où notre métier ne nous plaît plus, tout simplement aussi, où on a besoin d'évoluer, de changer. Enfin, la carrière, elle est aussi, comme tu disais, ça vient de nous. Donc, des fois, on a juste envie de faire aussi autre chose, se réorienter, se réinventer. Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment deux choses là. C'est vrai qu'il y a le choix personnel. Si le système vous a financé une formation pour devenir métier X, puis qu'après vous dites non, plus trop envie, j'aimerais que le système me paye une autre formation, là peut-être j'aurais des hésitations, on va dire. L'État n'est pas là pour soutenir toutes sortes d'envies et d'aspirations, mais par contre, si le métier disparaît, suffisamment, ou alors des coups durs dans la vie, je veux dire, voilà, mais ça existe, il faut pouvoir se réorienter plus facilement. Les femmes, alors ça c'est aussi un sujet qui est important pour moi, les femmes qui arrêtent de travailler pour élever leurs enfants, et puis qui doivent, qui reviennent sur le marché du travail potentiellement après 5-6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans, ça arrive, plus aucune confiance en elles, alors qu'elles ont développé une ribambelle de compétences qui seraient tout à fait transposables en entreprise, comme la négociation, la résilience, la gestion de projet, etc., gestion d'équipe. Mais là, c'est très difficile. Et puis, après 15 ans, c'est un peu sûr que le job il a tellement évolué que c'est très difficile de revenir. Et là, il y a un pool de talents dans lesquels il faut aller chercher, en fait. On voit dans justement ce parcours-là, et puis ces 20 ans à l'Université de Lausanne, qui a cet attrait pour un petit peu anticiper la société de demain, le travail de demain. Comment est-ce que ça se passe après ces 20 ans-là? Où est-ce que ça te mène un petit peu cette expérience-là, et puis cet attrait pour un peu le futur du travail? Moi, quand vous voyez qu'en fait la formation, et puis que vos clients vous disent « mais moi j'ai besoin d'autres compétences en fait », c'est là que je me suis rendu compte que le marché du travail, la société et l'économie évoluaient plus vite que le système éducatif, et puis qu'il fallait anticiper. Donc, comme je l'ai expliqué avant, donc j'ai été me former, je me suis formée, il n'y avait pas d'école, donc je me suis formée avec des experts dans le domaine de la prospective. Et puis, c'est une fois que vous découvrez le monde des possibles,
c'est juste absolument fascinant. Et puis c'est ça pour moi qui était extraordinaire, c'est de me dire, tiens, si je peux amener cette perspective à Berne, ce sera au minimum quelque chose que probablement peu d'autres font. Donc une valeur ajoutée, on va dire. Il y a également ce rôle de directrice aujourd'hui au sein du centre, si je ne me trompe pas, centre de recherche sur l'intelligence augmentée. Oui. En quoi est-ce que ça se traduit concrètement? Quel est le rôle de ce centre de recherche? Quel est toi ton rôle au sein de ce centre-là? Alors c'est un centre qui regroupe un réseau de chercheurs en intelligence artificielle. Mais la particularité, on va dire, des projets sur lesquels travaillent nos chercheurs, c'est que ce sont des projets qui étudient ou qui veulent faire avancer plutôt la relation homme-machine. Donc, on n'est pas dans le développement d'IA, et puis de large language models, comme on dit, ou de chatbots. On est vraiment plutôt dans l'étude de l'interaction homme-machine, parce que pour moi, ce qui est important, c'est d'œuvrer à la durabilité humaine à l'ère de l'IA. Dans ce sens où tout est en train de se transformer, et on dit beaucoup, les robots vont prendre toute la place, ils vont tout changer. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'humain reste pertinent sur le marché du travail, tant qu'il y en a un, s'il devait disparaître à minima dans la société. Donc, pour moi, il y a vraiment ça, la durabilité humaine. On parle très peu de ça. On parle de durabilité environnementale, financière, sociétale, mais pas de l'individu. Et puis, donc ça, pour moi, c'est important. Et c'est ce sur quoi travaillent justement tous les chercheurs. D'une part, on a des projets concrets sur lesquels on travaille qui sont liés justement à l'étude de l'utilisation de l'IA, mais peut-être dans le processus démocratique, ou bien pour les PME, pour qu'elles comprennent quel est leur niveau de préparation par rapport à l'IA. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est le rôle. Et puis moi, j'ai un rôle de directrice. Je suis à temps partiel. C'est aussi une association. Ce centre est une association d'experts. C'est d'avoir des idées de projets, mettre les gens ensemble et faire aussi, évidemment, communiquer autour de l'intelligence artificielle qui fait peur à beaucoup de gens. D'ailleurs, on en parle énormément maintenant avec tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Mais pour aussi dire, il ne faut pas avoir peur de cette intelligence artificielle, en fait. Il faut comprendre ce que c'est. Une fois qu'on comprend ce que c'est, on est bien plus à même de se dire que c'est un outil. Nous, on a vu l'année passée, on a fait une étude avec Danilo sur l'intégration de l'IA dans les entreprises. Et puis, il y avait toute une partie de la population qu'on a défini comme des détracteurs, qui refusaient même qu'on en parle dans l'entreprise. Et on voyait que le plus grand manque qu'il y avait, c'était ce besoin justement de se sentir écouté. Déjà, ces personnes-là, elles ont besoin qu'on écoute leur peur et qu'on rationalise aussi en fait concrètement ce que c'est. C'est vrai que pour ces personnes-là, c'est un peu le grand méchant loup, le mot IA, sans comprendre que ça peut leur être utile sur certaines tâches. Ce côté, nous, on utilise pas mal l'IA, donc on a ce côté, on est clairement augmenté grâce à l'IA dans notre travail de tous les jours. Donc ça faisait écho. Il y avait vraiment cette partie un peu plus... On avait défini ça un peu les utilitaires qui, au final, c'était uniquement la posture de leur employeur qui changeait la donne. C'était un employeur qui s'intéresse à leurs besoins, qui comprend exactement quelles sont les tâches et les missions qu'ils ont à l'interne de cette entreprise-là, et qui s'intéresse à comment est-ce qu'on peut intégrer au mieux l'intelligence artificielle au sein de leurs tâches pour qu'ils soient plus efficaces, qu'ils passent moins de temps sur des tâches un peu moins stimulantes, un peu plus redondantes. Et les autres détracteurs avaient vraiment des employeurs déjà qui interdisaient peut-être l'intelligence artificielle ou qui voulaient l'instaurer, mais de manière pas forcément adaptée et qui ne donnaient pas vraiment de visibilité sur comment est-ce qu'on pouvait mettre l'humain au centre de l'intégration de cette technologie-là. Donc, et la formation. C'est intéressant, ouais. Mais c'est ça, en fait. Ce qui est intéressant dans tous ces projets d'IA jusqu'à présent, c'est que c'est souvent, on voit un processus humain, puis on se dit, ouh là là, si l'IA pouvait faire ça. Donc c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on étudie souvent. Et évidemment que les employés ou les travailleurs, ils vont se dire, mince, on va me remplacer, en toute logique, je veux dire. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt de se dire, qu'est-ce qu'on est capable de faire qu'on n'était pas capable de faire avant ?
sans accès à cette puissance d'intelligence artificielle, plutôt que de dire on va remplacer l'humain. Donc c'est vraiment une notion d'augmentation versus remplacement. Et puis, je pense qu'effectivement, on est presque dans un revenu au temps des Ludites. Les Ludites étant ce groupe de personnes qui étaient menées par un certain Ned Ludham en Angleterre lors de la première révolution industrielle, où je disais, mais attends, ces robots, ces machines à vapeur, ça va nous prendre tout notre job. Et puis, on est quand même content qu'ils aient laissé faire. Alors, il y a eu 70 ans de marasme économique quand même. Hein. Ça a dû être pénible pour ceux qui ont vécu justement cette transition. C'est pour ça que maintenant, on doit aussi accompagner la transition de l'intelligence artificielle. Et est-ce que tu peux nous donner par exemple un exemple concret de projet qui est mené dans le centre de recherche concrètement, pour vraiment, si c'est faisable, mais qu'on comprenne vraiment le type de projet concret et comment c'est justement ça s'articule cette augmentation du travail. Alors, il y a plein de projets qui sont menés par mes collègues chercheurs. Moi, je peux peut-être parler plutôt d'un des miens, qui s'appelle Parlementaire, AIRE. L'objectif étant ici de créer un chatbot, une sorte de chat GPT, mais qui ait accès aux documents internes du Parlement pour nous autres parlementaires, parce que c'est vrai que quand on veut faire une proposition, ou poser une question, ou motion, postulat, etc., normalement, on a recours au service de la bibliothèque du Parlement qui font un travail extraordinaire d'aller rechercher dans une quantité incroyable de dossiers, est-ce que ça a déjà été fait, est-ce que ça a déjà été traité, comment ça se fait à l'étranger, etc. L'objectif, c'est vraiment d'accélérer ce processus-là pour qu'on puisse aussi, nous, aller faire notre travail. Notre travail, ce n'est pas de faire de la recherche dans des documents, c'est d'avoir des idées, puis s'assurer que quand on les propose, ce n'est pas des idées qui sont ridicules, qui sont anticonstitutionnelles ou que sais-je. Donc, c'est vraiment cet outil d'augmentation du parlementaire et qu'on fait en collaboration avec les services de la bibliothèque du Parlement. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est très chouette parce que, d'une part, les collègues au Parlement qui vont pouvoir utiliser cet outil à terme pour prendre conscience de ce que c'est que l'IA, de ce que peut l'IA, mais aussi de toutes les limites, tout ce à quoi il faut faire attention parce que, évidemment, ça ne va pas être juste donné comme ça comme outil. Et ça, c'est important, je pense, de manière générale dans tout le Parlement. Deuxièmement, c'est un outil qui sera utile. Donc, ça va nous gagner du temps. On pourra faire plus ne pas faire de propositions non pertinentes, puis en faire plus de pertinentes. Et puis aussi, le service, notre bibliothèque du Parlement, ils sont en avance. Ils sont... alors, tous les pays démocratiques qui fonctionnent un petit peu de la même manière commencent à s'y mettre aussi. Il y a un réseau, justement, d'experts de Parlement. Donc voilà, ça, c'est un exemple, par exemple, de ce sur quoi on travaille. Est-ce que tu retrouves aussi un petit peu ces profils plutôt détracteurs parmi les parlementaires quand il y a une évocation de ce projet-là, ou est-ce qu'ils sont plutôt motivés puis intéressés à pouvoir utiliser cet outil qui va pouvoir un peu changer leur manière de fonctionner? Alors, je dirais que de manière générale, alors évidemment, moi je suis avec, souvent on se retrouve avec des gens qui sont un peu comme nous, hein, donc ceux avec lesquels je travaille, ils sont plutôt très favorables, et très intéressés, puis il faudrait avoir vécu dans une cave pendant 5 ans pour pas avoir vu ce tsunami de l'IA arriver. Donc, il y en a encore qui ne l'utilisent pas du tout. Donc, je pense que si on ne l'a pas utilisé, soit pour soi, pour rédiger des textes, ou un peu tout basique, chercher des informations, soit en entreprise, on n'arrive pas à s'imaginer l'impact que ça pourrait avoir. Mais de manière générale, j'ai pas eu de... Alors, il y a des gens qui sont pour plus de régulation, d'autres qui sont pour moins de régulation, mais des gens qui disent on n'en veut pas, style on va casser la machine, non. Ouais. C'est intéressant. Et puis sur l'utilisation, je fais de nouveau le parallèle avec notre étude. On a vu qu'un des leviers, une des portes d'entrée pour justement ces profils un peu plus détracteurs, voire indifférents, c'était le fait que l'IA soit intégrée sur des outils qu'ils utilisent déjà. Par exemple, sur Word, l'intégration de l'IA, s'ils utilisent Word tous les jours et que d'un coup c'est intégré, ils vont peut-être l'utiliser sans même forcément s'en rendre compte, ou les barrières qu'ils pouvaient avoir auparavant, elles vont disparaître. Donc je pense que ça peut aussi faire le parallèle avec l'outil qui va pouvoir être créé dans le cadre d'une tâche qu'ils font déjà aujourd'hui, au final.
Ça semble être absolument une bonne idée. Ce qui est important, c'est surtout de se rendre compte que c'est typiquement une technologie ou un changement dans les processus d'une entreprise qui va avoir lieu par la base. Mhm. Parce qu'on ne peut pas venir par en haut puis imposer, faire une analyse et imposer. Je pense qu'actuellement, de toute façon, c'est les jeunes, c'est les employés qui utilisent ça, puis qui cherchent, puis qui testent. Et puis, c'est le fruit de tous ces tests internes qui va permettre à une entreprise de prendre, on va dire, le chemin de l'IA. Maintenant, c'est clair que si on leur interdit de le faire, on loupe vraiment une belle opportunité. Et puis, si on ne les encourage pas, on loupe aussi une opportunité. Donc, on peut encourager, à mon avis, toute la base, donc les employés, si on veut, dans une entreprise, leur dire, mais écoutez, faites, cherchez, testez, revenez vers nous en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Mais s'il y a une chose qui est importante, et puis ça, c'est peut-être pas encore très, très bien compris, parce que les entreprises se disent, il faut que je mette de l'IA dans mes processus. Ben, peut-être, effectivement, il faut réfléchir à ça, mais la plus grande disruption dans une entreprise, elle n'arrivera pas quand celle-ci aura intégré de l'intelligence artificielle dans ses processus, mais quand tous ses clients l'auront fait, quand tous ses fournisseurs l'auront fait, et puis dans l'environnement dans lequel elle travaille, ne sera plus le même. Et ça, c'est souvent une analyse qui n'est pas faite. Donc l'entreprise se dit, comment je peux faire mettre de l'IA sans réfléchir, on me dit peut-être moi, je n'ai pas besoin d'en mettre en fait, mais par contre, attention, tout le monde est en train de changer autour de moi. Comment est-ce que je peux répondre à ces changements? Et tu évoquais avant un projet, j'imagine, que d'autres chercheurs font actuellement dans le centre de recherche par rapport à est-ce que les PME en Suisse sont prêtes à ces évolutions-là? Est-ce qu'il y a déjà un petit peu des réponses? Est-ce que vous avez pu remarquer des choses qui sont absolument à faire rapidement pour pouvoir répondre à l'évolution technologique ou bien voilà, ça se passe plutôt bien en Suisse. Poser la question, c'est d'y répondre. Non, mais vous avez fait une belle étude, vous aussi. Hein. Il y a d'autres associations ou organismes qui ont fait des études sur cette thématique, à savoir comment est-ce que les PME appréhendent l'intelligence artificielle, à quel degré on va dire, de confiance dans cette technologie, quel degré ils ont atteint et quel niveau de préparation ils sont. Alors là, je pense qu'on est assez clair, et ce n'est pas qu'en Suisse en fait. Hein. Même si on parle de l'intelligence artificielle depuis des années, je veux dire, c'est quelque chose qui a commencé en 1950. Alors oui, il y a eu 40 ans de ce qu'on appelle l'hiver de l'IA. Ça a recommencé plutôt années 90, puis 2010, là, ça a commencé vraiment. Mais donc, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais c'est que maintenant que ça arrive vers les entreprises. J'ai l'impression, en tout cas les grandes entreprises, alors elles par contre, c'est clair qu'elles sont soutenues, elles ont les moyens, elles peuvent aller vers les experts, mais les plus petites entreprises, pour elles, c'est plus difficile. Donc je pense que ça rejoint certainement les études que vous avez faites, les sondages que vous avez faits, j'imagine. Oui, alors nous, c'est un peu ce qu'on a pu voir, et c'est très sectoriel, il y a des domaines, le marketing notamment, où on a fait aussi un petit focus sur ça, qui sont un peu plus en avant sur la création de contenu, on va dire qu'il y a des domaines où l'IA elle est un peu plus démocratisée, elle est un peu plus facile d'accès que d'autres, donc je pense que c'est aussi par rapport très aux sectoriel. Outils qui existent aussi, ça parle beaucoup plus communication, enfin voilà. Le mode conversationnel va très bien pour des gens qui marketing, communication. On voit que dans la création, c'est encore ça se développe très très vite, mais au niveau créa, c'est quand même un peu plus limité. Mais oui, il y avait pas mal de pistes sur des secteurs très définis. Et ce qui était intéressant, c'était la posture des personnes décideurs, décideuses sur est-ce qu'on intègre, comment est-ce qu'on intègre l'IA. Puis là, il y avait vraiment un côté beaucoup plus favorable à l'intégration, une perception beaucoup plus positive sur l'impact que peut avoir l'IA sur leur secteur, sur leur métier à eux. Donc, il y a quand même un côté assez... les personnes qui ont un peu la main sur comment est-ce qu'on va intégrer l'intelligence artificielle, qui ont une certaine motivation, un certain intérêt aussi, plus fort que sur des profils qui n'ont pas forcément de position de cadre ou décisionnelle. Oui. Donc je pense que ça peut évoluer dans le bon sens à ce niveau-là. Oui. Et puis vu qu'on parlait de formation aussi, on avait ressorti 3 pistes de comment l'intégration se faisait via la formation. Et puis, comme tu disais, le côté où si ça vient de la direction et que ça doit être appliqué de manière uniforme par tous les employés, c'est la situation où ça se passe le moins bien, dans le sens où les outils ne sont pas adaptés au travail réel. Et l'une des
formation, ou en tout cas implication qui marchait le mieux, c'était de faire justement par on va dire, secteur d'activité dans l'entreprise, des groupes de discussion sur on a besoin de quoi, nous, dans notre quotidien, tu disais, versus les clients, par rapport aux fournisseurs, par rapport au day-to-day. Qu'est-ce qui nous permettrait d'avoir un métier qui nous plaît encore plus, qui nous facilite encore plus, qui soit plus aisé. Et à partir de cette discussion-là, on trouve des outils, on va faire de la recherche sur ce qui existe. Donc oui, ça rebondissait aussi sur ce que tu disais au niveau intégration de l'IA dans les entreprises et formation. Très bien. Peut-être pour aller un bout plus loin dans le parcours, qu'est-ce qui, aujourd'hui, tu parlais de ton rôle aussi dans la politique, qu'est-ce qui, dans tes expériences, que ce soit justement dans ce centre de recherche, dans la formation continue pendant 20 ans, ou même avant, ou dans la vie au-delà du professionnel, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de t'engager politiquement, et comment ça s'est un petit peu passé, cet engagement? Alors, il y a eu 2 étapes dans ma vie politique. Il y a d'abord eu l'étape communale, où effectivement, mère de 3 enfants, mais dont 2 qui devaient encore aller dans ce qu'on appelle les UAP, des unités d'accueil parascolaires ou pour étudiants. Il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas. Donc, il y a un moment donné où il n'y avait pas assez. Il y a un moment donné où je me suis dit, tiens, quand même, faut aller faire quelque chose. Donc, je me suis inscrite sur la liste pour être élue au conseil communal, ce qui a été relativement facile parce qu'il n'y a pas de campagne. Enfin, je veux dire, c'est souvent... moi, je pensais qu'il y avait peut-être plus de gens qui étaient intéressés, mais voilà, c'était... donc là, j'ai été élue aussi, parce que ça faisait 30 ans que j'étais dans mon village aussi, peut-être. Et puis, même plus. Et puis, donc, ça, c'était la première partie. C'était vraiment un intérêt où je me disais, c'était pour moi. J'avais besoin d'une solution, puis je me suis dit, ça solutionnerait probablement le problème de plein d'autres personnes. Oui. Et puis, ensuite, après 8 ans, j'ai arrêté. Donc, je suis... Et puis, c'est mon mari qui est devenu président du conseil communal. Donc, du coup, voilà, ça suffisait d'avoir un politicien dans la famille. Eh ben non. La deuxième fois, c'était la deuxième partie, on va dire, de ma vie politique. Mais c'est de nouveau, c'est des rencontres, en fait. Et puis, c'est une amie qui est actuellement aussi avec moi au Conseil national, mais qui travaillait avec moi dans la fameuse réassurance à Zurich, qui avait été élue au Conseil national pour le centre, qui m'a un peu parlé de son parti, de sa vie, puis je me suis dit, c'est assez cool. Alors, quand ils sont venus me chercher, parce que c'est souvent comme ça aussi que ça se passe, je me suis dit que, voilà, j'avais passé 50 ans, c'était peut-être la crise de la cinquantaine, comme on dit. Et puis, effectivement, je pense que ce qui était intéressant pour moi, c'était que je travaillais sur des thèmes qui étaient éminemment fédéraux. Donc, pourquoi pas tenter d'aller avoir un impact au niveau à Berne. Donc, le step, il se fait directement à Berne, Conseil national, ou il y a d'autres étapes Alors, moi, je ne les ai pas faites. Justement, parce que moi, en tout cas, je ne maîtrise pas trop le processus, justement, politique. Je m'étais dit, voilà, on rentre dans le côté communal, après cantonal. Comment est-ce que ça se passe? En tout cas, dans ton côté, comment ça s'est passé, quoi? Mais en fait, c'est comme le système de formation professionnelle. Vous avez des passerelles. Alors, non, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai fait un petit peu de conseil communal. J'ai arrêté, puis paf, j'ai été au conseil national. C'est pas classique. C'est clair que c'est... normalement, il y a un chemin qui dit vous vous engagez dans un parti parce que vous voulez soutenir ses idées, ses valeurs. Vous faites partie d'une communauté qui ensuite vous choisit pour vous élire au conseil communal. Vous faites quelques années, vous comprenez le fonctionnement en fait d'une commune, ce qui est déjà assez complexe. Et puis ensuite, vous dites ok, maintenant j'ai compris ça, je passe au niveau cantonal, partie du Grand Conseil, quelques années, et puis après, vous pouvez aller soit au Conseil d'État des fois, ou soit au Conseil national. Ça, c'est un petit peu le parcours classique. Ouais. Comment est-ce que ça se fait qu'on arrive à avoir un chemin différent que celui que le classique? Il y a la possibilité qu'on se fasse appeler, qu'on puisse entrer directement. C'est parce qu'on est en Suisse, et puis qu'en Suisse, on a un beau pays, et puis un système politique que je trouve extraordinaire. Et puis que si vous avez des idées, parce que clairement, c'est quand même ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis mise au service du pays en disant, voilà, moi, j'ai ces compétences, ces idées,
Et puis, c'est le peuple qui décide. Mhm. Indépendamment du parcours que vous avez fait, évidemment, ça aide d'être dans un parti hégémonique avec 20 ans de carrière politique. C'est clair que c'est toujours plus facile. Hein. Je ne dis pas que ce que j'ai fait est standard du tout, alors. Hein. Et puis tu disais au début de notre discussion que tu mettais des synergies entre les différents aspects de ta vie. Alors on le voit un peu avec tous ces projets aussi de recherche sur l'intelligence augmentée. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'animent actuellement et qui créent des synergies entre ces différentes casquettes voilà. Déjà, le lien très clair, très évident, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies, à la recherche, à l'innovation, qui est on va dire mon monde professionnel. Et ben, je le défends au niveau du Parlement, assez clairement. Hein, ça, donc, là, c'est l'un et l'autre. Ce que j'apprends d'un côté, je l'applique de l'autre côté. Le réseau que je fais au niveau professionnel m'est utile au niveau politique. Donc, voilà. Et en défendant la recherche et l'innovation, je défends l'économie du Suisse, en fait, en quelque sorte. Donc, ça, c'est très, très clair. Ensuite, je suis membre de la commission de politique de sécurité au niveau du Conseil national, ce qui veut dire que les sujets qui me sont attribués, on va dire, sont ceux liés à l'armée, à la protection civile, à FEDPOL, et toutes ces thématiques-là. Donc, du coup, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, OK, quels sont maintenant les dangers liés à l'IA? Comment est-ce que on pourrait voir émerger des nouveaux risques pour la sécurité nationale? Donc voilà, donc là, je fais de nouveau un lien. Puis après, j'ai mes petits thèmes à moi. Je vais peut-être mon positionnement politique à moi, qui est que je suis quand même pour une souveraineté forte de notre pays. Alors, certes, pour le multilatéralisme, la collaboration, évidemment, parce qu'on est tout petit, on ne peut pas vivre tout seul. Mais en tout cas, en ce qui concerne le numérique, le digital, que ce soit les réseaux, ou l'IA en tant que telle, ou nos systèmes, là, je trouve qu'il faut vraiment qu'on puisse être, si ce n'est autonome et souverain sur toute la ligne, ce qu'on ne peut pas, évidemment, c'est à minima qu'on arrive à obtenir un rôle absolument indispensable dans la chaîne de valeur. Dans ce sens où, si après on a besoin de négocier quelque chose avec un de nos voisins, on a un levier de négociation. Donc pour moi, ça, c'est vraiment hyper important. Donc, souveraineté, un rôle important, puis garder une certaine... et dans les domaines clés, alors évidemment. Voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu parlais du coup du côté sécurité dans ton rôle parlementaire. Comment est-ce que tu arrives dans ce rôle-là? Est-ce que c'est toi, tu avais un intérêt pour ça et puis tu as proposé tes services par rapport à la sécurité, ou à nouveau c'est on vient te chercher pour ce rôle-là, même si c'est pas forcément le domaine dans lequel tu as travaillé, avec des expériences, même s'il y a des liens forcément avec le côté technologique? Alors, donc ça, c'est déjà bien réglementé. En arrivant, en étant élue, on m'a demandé, voilà, Isabelle, est-ce que tu peux nous donner tes 4 choix, des 4 départements dans lesquels tu aimerais, des 4 commissions dans lesquelles tu aimerais travailler. Et puis, il y en avait 2 qui m'intéressaient de manière égale, on va dire. Et puis, les 2 autres, qui sont plus des commissions très prestigieuses, de toute façon, dans lesquelles on peut difficilement aller. Moi, j'ai mis l'éducation, évidemment, éducation, recherche et sciences, mais j'ai mis la sécurité. Ok, donc c'était dans les choix. Oui, ça c'était dans mes choix. Déjà parce que j'ai travaillé sur des projets qui étaient liés à ça avant même de faire de la politique. Et puis parce que je pense que maintenant, on arrive à une période dans l'histoire de notre pays, et puis à cause de la situation qu'on vit depuis un moment, qui fait qu'on a besoin que la sécurité, ça devient important, parce que sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Sans liberté, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'économie. Donc on peut faire ce qu'on veut. Si on n'est pas en sécurité, le pays s'écroule, quoi. Donc voilà, donc ça pour moi c'était important. Donc j'ai proposé, et puis on m'a attribué la sécurité. Je trouve ça génial, j'ai beaucoup de chance. Et puis, ça ne m'empêche pas non plus d'être très active dans le domaine de l'éducation, de la recherche et puis des sciences, dans ce sens où si moi, j'ai envie de déposer quelque chose, je le fais par moi-même. Je le prépare, puis je le donne à un collègue qui est dans cette autre commission. Je le convainc et puis lui, il le fait.
Après, on a aussi cette possibilité. C'est moins direct, ça demande plus de travail, mais on peut quand même le faire. Et avoir aussi, peut-être ton point de vue aussi, tu disais, alors c'était sur les évolutions de carrière, mais dans la formation continue, prévoir le futur, en tout cas, l'imaginer et en tout cas avoir des outils pour s'y préparer. Est-ce que c'est aussi la même chose là en politique, au niveau aussi de technologique, sécurité? Comment on fait pour prévoir ce qui va potentiellement arriver? On a eu les élections américaines il n'y a pas si longtemps. Là, est-ce qu'il y a des choses... comment tu le vis? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place aussi à ce niveau-là de prévoir ce qui va potentiellement arriver sur des thématiques, justement, soit sécurité, soit recherche, technologie, qui sont tes sujets un peu de prédilection? Alors, je pense que s'il y a un endroit où il faut anticiper, c'est bien dans le domaine législatif, en plus fédéral. Parce que faire des lois pour hier, ça n'a pas de bon sens, en fait. Donc, c'est hyper important d'arriver à imaginer le futur et puis de faire en sorte qu'on puisse dès aujourd'hui, par nos choix, le façonner. Donc ça, c'est clair. Et puis, il y a... donc moi, j'ai fait une demande, donc une interpellation au Conseil national pour demander au Conseil fédéral, me dire, mais qui, dans l'administration fédérale, fait de l'anticipation? Où? Comment? Est-ce qu'il y a des collaborations? Ou est-ce que chacun y va de son petit scénario, un petit peu comme ça, hein? Et puis la réponse, elle était assez claire, en fait. Tout le monde dit un peu « j'en fais », mais comme il n'y a pas de formation, tout le monde fait un peu comme il veut. Hein? Il y a quelques endroits, qui le font très très bien, où on a vraiment des compétences, une expertise. Et puis moi, mon objectif, c'est de mettre... de créer une cellule d'anticipation professionnelle. C'est ce que j'aimerais qu'il se passe. Après, on verra ce qui se passe. Mais probablement au niveau centralisé, au niveau de la chancellerie, qui récupère un peu toutes les idées et qui coordonne toutes les activités d'anticipation dans tous les départements. Alors, c'est pas forcément facile, mais ça aurait le mérite de permettre à tous les départements de ne pas louper un risque à venir ou une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, sur la manière de fonctionner, que ce soit pour l'anticipation ou sur d'autres aspects, c'est chaque unité, entre guillemets, est très séparée. Il n'y a pas vraiment de synergie, de collaboration, de centralisation des données, des informations. Total silo. Ouais. C'est fou, très séparé. Ouais. Ok. Peut-être pour passer sur la dernière partie du podcast, on a l'habitude de justement poser nos petites questions au panel. Là, on a 400 réponses environ sur des questions liées à la politique. L'idée, c'est un peu te faire réagir sur quelques chiffres et puis qu'on puisse aussi échanger rapidement. Si je prends le premier chiffre par rapport à la perception que les romans, donc c'était sur un panel suisse romand, que les romans ont de la politique. En Suisse romande, on voit qu'il y a environ un tiers qui a une perception plutôt négative, voire très négative de la politique. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te surprend? Est-ce que tu vois ça de manière positive? Ok, on a quand même 66%. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est quand même génial. On a 2 tiers qui ne sont pas contre. Alors que quand on regarde la presse, quand on entend la radio, la télévision, toutes sortes de médias, c'est quand même assez souvent décrié. Les politiciens ne font pas ce qu'ils doivent, ça ne marche pas, etc. Alors que moi, je pense qu'on a un super système. Et puis que je suis en fait assez contente d'apprendre qu'il y a 2 tiers qui trouvent que c'est bien. En tout cas, qu'il y a une perception positive. Il y avait un autre chiffre aussi qu'on veut faire ressortir. On leur a demandé s'ils avaient un intérêt à s'engager politiquement, que ce soit au niveau communal, cantonal, national, ou si ça a déjà été le cas. On a environ 52-53% qui n'ont aucun intérêt. Il y a une vingtaine c'est pile 20 qui soit engagés, actifs actuellement, soit l'a été, et puis le reste, 30% qui ne l'est pas encore, mais a envie de s'engager. Moi, j'étais aussi particulièrement surpris de ce chiffre-là, 30%, un tiers de la population qui a envie de s'engager, surtout les jeunes en plus, c'est génial. 36 ans. Comment est-ce qu'on peut leur faire passer le cap, justement, pour qu'ils passent sur les actifs actuellement, quoi? Ah non, mais moi, c'est une super nouvelle. Parce qu'en fait, le risque, c'est que plus personne n'ait envie de s'impliquer parce que le monde est trop polarisé et qu'au lieu de débattre, on s'insulte. Parce que c'est un petit peu ce vers quoi on va actuellement
parce qu'on parle beaucoup de polarisation, hein, je veux dire, ne serait-ce que l'IA, on en parlait avant, ça crée des bulles informationnelles, on est tous comment est-ce qu'on dit, convaincus après de notre position et on peut plus débattre. Et puis je pense que la beauté du système suisse, c'est de dire, ok, on n'est pas d'accord, mais mais ce sur quoi on est d'accord dès le début, c'est qu'on va se mettre d'accord malgré les désaccords, si j'ose dire. Oui. Hein. Donc ça, c'est génial. Moi, j'avais peur, en fait, que ça ait un peu disparu. Parce que, justement, il y a trop d'insultes et pas assez de débats constructifs. Et c'est aussi un peu ce que mettent les médias en avant, juste pour dire. C'est toujours lui contre elle, enfin voilà, les extrêmes, si possible, les uns contre les autres, parce que c'est plus cool, c'est plus médiatique, c'est plus intéressant. Donc, mais par contre, ça donne pas tellement envie, je trouve. Alors que voir ça, c'est quand même une super nouvelle, parce qu'il faut quand même que les jeunes s'impliquent. Ça prend du temps, mais c'est aussi à eux, c'est eux qui pourront façonner demain. C'est leur monde, pour finir, hein, qui se prépare. Donc moi, ça, c'est une super nouvelle. Et puis, va y avoir les communales, les cantonales, les fédérales. Enfin, ça commence gentiment maintenant. Il faut donc, pour tous ceux qui écoutent, c'est le moment de s'intéresser puis de se dire, ben, tiens, je vais rejoindre un groupe, un parti, ou pas forcément un parti, ça peut être une entente au niveau de ma commune. Et puis, ben, je vais avoir un impact local, je vais donner mon avis, je vais participer au débat. Moi, je trouve ça une super nouvelle, en fait. C'est ça. Enfin, je rebondis sur ce côté donner mon avis, parce on voit que c'est surtout chez les plus jeunes qu'il y a cette envie de s'engager. Et en même temps, alors pour avoir fait d'autres études sur les segments même des moins de 30 ou des moins de 25, à ce côté, on a l'impression, enfin, je parle pour eux par rapport aux chiffres qu'on a, hein, mais qu'on peut, justement, qu'on nous entend pas, que, ce côté, voilà, les adultes, politiciens sont dans leur bulle et nous, on n'a pas de voix au chapitre, on n'arrive pas à parler. Et c'est intéressant que tu dises justement qu'on peut s'engager juste pour aussi, donner son avis et donner son idée, amener ses propositions, comme toi tu l'as fait aussi. J'ai des idées et je veux les donner. L'exemple même que c'est possible. Et puis, alors moi je connais mon parti, qui est le parti du centre. Il y a les jeunes du centre, mais ils sont extraordinaires. Bon, d'abord, c'est hyper cool leur ambiance. Hein, et puis, ils se rejoignent dans leurs idées, puis ils veulent faire avancer les choses, ils font des voyages d'études, ils prennent des positions ensemble sur des thématiques complexes de société, puis ils disent ok, on va soutenir ça. Et donc, au-delà du fait qu'ils s'impliquent dans la société pour la faire avancer là où ils le souhaitent, c'est aussi une expérience de vie assez sympa. Je veux dire, c'est très constructif. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, il y a, et j'ai été pas mal en contact avec eux, c'est le Parlement des jeunes. Donc, ils sont plus jeunes, du coup, ceux-ci. Hein, donc, mais ils font un travail extraordinaire. Ils n'ont pas de droit ni de droit de vote, ni de droit de proposition, mais ils discutent ensemble, ils sont 200 aussi. Et puis ils ont le forum, je crois, du Parlement des jeunes, qui, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est un petit groupe qui ensuite reprend les idées du grand groupe des jeunes, et puis qui vient nous les soumettre. Et puis c'est vrai qu'après vous êtes là, des fois on dit, on voit que ça vient, il y a la jeunesse, on peut lire la jeunesse, mais des fois c'est des super idées. Et puis de toute façon, entendre, c'est hyper important pour nous, je veux dire, parce qu'on n'arrive pas à parler à tout le monde. Oui. Alors moi, j'ai 3 enfants, donc oui, inévitablement, je connais les trucs à la mode, ou les angoisses que les jeunes peuvent avoir aujourd'hui, ou les souhaits, ou les rêves, ou les aspirations, par mes enfants et leurs amis. Mais des politiciens qui n'auraient pas de famille ou pas d'enfants, c'est hyper important de pouvoir avoir la voix des jeunes qui s'expriment au niveau d'une commune, par exemple, mais même au niveau du canton, et puis même sans être élu. Je veux dire, on peut très bien, et c'est ça qui est génial, on peut très bien faire partie du centre Morges, mettons, parce que c'est là que je suis affiliée, et puis venir, puis dire, ouais, en tout cas, moi, j'aimerais ça. En tout cas, je trouve que ceci, on discute, on construit sur une idée, sur un besoin, sur une aspiration, et c'est comme ça que ça commence. Et je pense que de dire, ouais, c'est nul, de toute façon, ça ne sert à rien, c'est pas constructif. Donc moi, je trouve que c'est un chiffre qui est chouette, ça fait plaisir. Ouais. Oui. Puis tout ce que vous avez dit là résume aussi très bien ce qui ressort dans les chiffres. Il y a quand même, quand on leur demande pourquoi est-ce qu'on s'engage ou on a envie de s'engager, il y a la volonté d'avoir un impact sur le futur aussi, à ce côté quand même projection, et puis pas forcément pour régler des problèmes d'aujourd'hui, mais voilà, anticiper aussi ce qui peut se passer.
pour refaire le lien avec les idées qui viennent des plus jeunes, est-ce que justement elles sont plus dans l'état actuel, je vois que ça pourrait peut-être évoluer, ils donnent des idées sur aujourd'hui la société et régler un problème d'aujourd'hui, ou est-ce qu'eux aussi sont un peu dans la projection déjà et puis voient un petit peu le futur, leur futur à eux? Alors, eux, ils veulent évidemment travailler pour leur futur. Et puis, les gens qui sont un peu plus vieux, ils ont simplement moins de futur, donc ils ont moins y a moins de risques à ne rien faire, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve bien que les jeunes s'y mettent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on arrive mieux à se projeter dans des futurs alternatifs. Souvent même, on n'a tellement pas de recul. Parce que nous, on peut se dire, c'est incroyable, mais il y a 15 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas ça. Puis on voit le changement entre 1990. Moi, quand j'explique ma vie à mes enfants, ils me disent, oh, mais c'était comme ça. Et puis quand on se dit qu'en fait, le changement entre 1990 et puis 2020, il aura lieu dans les 15 prochaines années, parce que tout accélère, on se dit, mais mon Dieu, mais le monde, ça ne va pas être juste comme aujourd'hui, mais un peu plus. Plus chaud, plus digital, ça va être complètement différent. Potentiellement. Et puis, ça, c'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on arrive mieux à se projeter dans des futurs différents. Alors moi, j'enseigne justement la prospective. Et ça, je constate aussi qu'ils sont souvent... on pense linéaire, on pense tous de manière linéaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et puis, mais s'engager et puis décrire un monde dans lequel on a envie d'être et puis essayer de se battre pour aller dans cette direction, c'est ce que les jeunes peuvent faire en s'engageant, justement. Super intéressant. Je pense que c'est un joli mot de la fin pour aussi encourager la jeunesse à s'engager, pas que ce soit dans un parti ou pas, mais voilà, de se battre aussi pour les idées qu'on a et puis le monde qu'on a envie de construire. Pour terminer, on a l'habitude de demander à notre invité de proposer un autre invité, enfin quelqu'un que tu voudrais... avoir à ce micro pour en découvrir un petit peu plus sur son parcours et puis sur ce qu'elle fait. Idéalement, une personne en Suisse romande. Oui, en lien d'affiliation. Romand Inside, qui va bien dans la DA. Alors, 1, 2, 3, parce que le problème, c'est que moi, je connais plein de gens qui sont extraordinaires. On se limite à 3. J'allais dire 2, mais alors à 3, c'est toi l'autre. Alors, ce sera simple parce qu'en fait, c'est des gens avec lesquels je travaille. Alors, c'est pas des une, c'est des un. Et puis qui sont dans le domaine du futur, justement. Donc, l'un, c'est Quentin Ladetto. Quentin Ladetto qui travaille à Arma Suisse, qui est responsable de la prospective technologique. Et donc, s'il y a quelqu'un en Romandie, mais bien au-delà, qui est capable de développer des processus qui permettent aux gens d'aller voir des futurs divers et variés, c'est bien lui. Et puis, donc ça, il est valaisan. Donc ça, c'est un roman. Et puis, le deuxième, c'est Jean-Marc Ricli. Alors, tous les deux, c'est des amis. Jean-Marc Ricli, qui, lui, est directeur des risques émergents et au Geneva Center for Security Policy. Et lui s'occupe de la guerre du futur, en fait. Alors, tous les deux sont ils sont un peu dans ce domaine-là. Pas être les plus optimistes. Ils gèrent des gros... mais alors moi, je trouve qu'ils sont... C'est pas parce qu'on voit des changements et qu'on anticipe un monde différent qu'on est obligé d'être pessimiste. Le changement, c'est pas mal. Et puis, avoir une longueur d'avance, c'est bien. Parce qu'on peut se positionner en fonction. Et puis, donc, tous les deux, lui, il habite en Valais. Et puis, donc voilà. Mais souvent, dans la région aussi, travaille sur Genève. Donc voilà, ça, c'est deux très bons amis qui sont, je trouve, absolument fascinants. On prend note. Des bonnes idées. Merci beaucoup pour ce joli moment. Merci. Merci à vous pour l'invitation et puis pour l'échange, c'était top. Et puis bonne écoute. Enfin, j'espère que vous avez aussi passé un bon moment de votre côté chez vous. Et puis voilà, à une prochaine. À bientôt. À bientôt, au revoir.